Et puis, tu as Bayrou qui nous parle de submersion migratoire, tu vois. Alors qu'ils pratiquent, eux, la submersion. Ils nous submergent par des agressions, ils attaquent de tous les côtés. Tous les mots qui sont utilisés majeurs pour décrire ceux qui leur posent problème, pour décrire les populations qui sont pour Bayrou, pour Retailleau, des populations à problème, révèlent en fait des phénomènes qui se passent chez eux. C'est-à-dire, par exemple, celui qui est vraiment dans la régression ethniste, même pas ethnique, mais ethniste et raciale, c'est Retailleau. Ouais. Puisqu'il est en train de nous dire, il s'est passé des choses extraordinaires pendant la colonisation. Ouais. N'avez-vous pas parfois l'impression de vivre une véritable submersion, non pas migratoire, mais médiatique, d'être noyé sous les faits d'actualité et leurs commentaires, et d'être noyé sous les actes et les propos tranquillement racistes, ultralibéraux, sexistes, on peut le dire. Tant d'attaques quotidiennes répétées qu'il semble impossible et finalement inutile de répondre. Notre podcast propose de choisir quelques faits précis et de les analyser, décrypter et disséquer en détail. Le but est de scanner l'Occident et de répondre à l'hégémonie culturelle suprématiste blanche, masculiniste et ultralibéraliste en Belgique, en France, en Occident. Aujourd'hui, nous serons 3. Alors d'abord, il y a Najib, qui est le facilitateur, l'initiateur et même le concepteur du podcast. Ouais, et merci. puis, il y a François Makanga. Bonjour. Bonjour. Et comment tu te présenterais ? Alors, je me présenterai comme un artiste qui s'est posé énormément de questions sur sa pratique, sur son identité, sur ses origines. J'en suis devenu à être chercheur indépendant et médiateur décolonial au musée de l'Afrique. Merci beaucoup pour cette présentation précise. Et puis il y a moi, Jérémy Piola, je suis docteur en sciences politiques et sociales et anthropologue et auteur de plusieurs ouvrages et articles. Et je travaille essentiellement sur les questions du corps, des cultures populaires et de la violence coloniale. Et notre thématique centrale aujourd'hui sera le wokisme. Le wokisme. On ne sait pas ce que c'est pas nous qui avons créé ce terme, hein. Donc on est allé chercher quelques éléments de réponse dans des lieux multiples où le terme a été créé et où s'organiserait apparemment la résistance contre ce phénomène effrayant, le wokisme. Alors entre autres, CNews, I24, BFM, LCI et bien d'autres encore. Et nous avons trouvé de belles choses, comme ça un peu rapidement. Par exemple, selon un certain Serge Grouard, maire d'Orléans en France, invité sur CNews, le wokisme serait une entreprise qui avance par petites touches et aurait pour but la destruction de nos fondamentaux. Surtout la langue française, dit-il. Langue victime de l'écriture inclusive, générant un gloubi-boulga, je cite toujours, incompréhensible. Mais le wokisme s'en prend aussi à l'histoire. Il faut sans cesse remettre en cause tous les pans de notre histoire, nous dit-il. Napoléon, Jeanne d'Arc d'Orléans, que le maire d'Orléans doit désormais défendre sans cesse. Et il conclut en disant « C'est bien, c'est beau, c'est grand de défendre les valeurs de la France. C'est bien, c'est beau, c'est grand de défendre l'histoire de la France. Enfin, ce pays a apporté des choses formidables au monde et on est en train, en permanence, de se défendre et de s'excuser. » L'horreur, quoi. Le wokisme serait aussi, selon Le Figaro, une machine de guerre contre la civilisation occidentale. Rien que ça. Wow. Il serait encore, selon le Crayon Média, un autre média des réseaux sociaux, quelque chose de très destructeur, s'infiltrant dans les administrations et les institutions. Et pas simplement le fait d'une sorte d'hystérie militante, puisqu'il nous a dit ça aussi au départ, sur le Crayon Média. Et encore, le wokisme, selon différents autres sites d'inspiration, en vrac, entretiendrait un totalitarisme d'atmosphère. Il aurait aussi pour principe d'imposer la non-mixité raciale, de dire aux Blancs « sortez d'ici ». Et le wokisme, enfin, serait également le fanatisme diversitaire et anti-blanc. Faut-il donc avoir peur ? Nous proposons, pour aller plus loin, d'écouter des experts belges de la question. Et là, nous allons écouter, pour commencer, le centre Jean Gol, qui est le centre de recherche du mouvement réformateur. Dans le wokisme, c'est en fait une théorie qui, reposant sur la croyance obsessionnelle que notre société serait structurée par une domination omniprésente, invisible et même inconsciente d'une minorité privilégiée sur le reste de la population, poursuit avec une détermination inébranlable l'éradication systématique et méthodique de cette domination par divers moyens, en ce compris en recourant à la discrimination. Et le problème, c'est que par son radicalisme et par son rejet de l'universalisme, mais on va revenir là-dessus, le wokisme met en péril, je pense, la cohésion sociale et détricote toute une série d'acquis égalitaires de ces derniers siècles, en fait. Et à ce titre-là, on considère que c'est une sorte de
régression sociale par rapport aux idéaux émancipateurs de la tradition libérale. L'analyse wokiste, elle, est un petit peu en déphasage, voire en déphasage total avec la réalité. Elle est en fait, je crois même assez ignorante de l'évolution qui a été faite depuis 50 ou 60 ans en pas mal de matières. Et on a l'impression qu'à les écouter, qu'on serait une des pires sociétés qui ait jamais existé, une des sociétés les plus violentes, où le viol collectif est monnaie courante, enfin bon, j'exagère un petit peu, mais globalement, à les écouter, on vit une société catastrophiste, raciste, inégalitaire, alors que, sans nier le fait qu'il y a toujours des combats, il faut voir qu'il y a beaucoup de progrès, mais qu'au contraire, justement, malheureusement, et je terminerai par là, le combat wokiste, par sa radicalité, fait ressurgir une forme de violence, et qu'à ce niveau-là, même si la plupart des gens qui croient à ces idées sont de bonne foi et sont vraiment des gens qui veulent que les choses aillent mieux, on peut considérer que le wokisme est un peu le frère jumeau de l'extrême droite, puisque d'une certaine façon, chaque fois qu'avec ses outrances, il conteste un certain nombre de choses, il envoie, comme disait Philippe Val, qui est l'ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo, il envoie des wagons entiers en direction des partis d'extrême droite. Ok. Ben, écoutez, c'est un extrait assez éloquent, déjà par sa longueur. Est-ce que François, tu aurais une première réaction à cet extrait ? C'est un florilège de privilèges. C'est un blanc, pour ne pas le citer. En fait, dans tout ce qu'il dit, la mémoire de mes grands-parents est absente, en fait. En tout cas, de mes grands-parents qui, avant d'accepter l'universalisme imposé dans les colonies par la force, avaient une mémoire, avaient une histoire, avaient une manière de concevoir le monde. Et il y a aussi dans ces interventions, parce que je reviens sur le terme de minorité privilégiée. Ça, c'est un terme que j'entends très, très souvent. Mais il y a toujours, chez les dominants, une redécouverte du racisé qui se pose des questions sur son histoire, qui n'est pas d'accord sur l'éducation qu'il reçoit, qui a évidemment une vue holistique sur un monde qui est sur 1000 ans, et qui refuse de voir le monde simplement sur les 500 dernières années pour que justement le progrès contente tout le monde, que chacun s'assimile de façon horizontale à ce progrès. Eh bien, il faut la première femme noire à tel, ou le premier homme noir de ceci, le premier maghrébin de cela, le premier machin de ceci, qui va permettre alors à ce moment-là à ce qu'on ferme nos gueules et que on continue le projet que Fanon a très très bien décrit, qui est quand on est une personne racisée en monde occidental, on doit faire en sorte de mentalement devenir blanc, quoi. C'est l'éternelle problématique. C'est voilà, il y a un monde dominant qui a décidé tout seul ce qui est universel ou pas, sans consulter en fait les 3/4 de la planète. Et tout seul dans son coin, il a défini que telle valeur, elle est universelle. Et ce qui est intéressant aussi dans le passage radio, ou pardon, l'extrait audio, c'est toujours cette faculté qu'a la droite de voir en n'importe quelle idéologie qui pourrait un petit peu la contredire comme une menace existentielle. C'est qu'au fur et à mesure, et wokiste, tout ce qui est à gauche déjà, donc il y a tout un pan de la gauche qui s'est réveillé wokiste, qui a demandé rien à personne, et wokiste les décoloniaux, alors que voilà, je veux dire, on s'est pas défini en tant que wokiste, et wokiste tous les mouvements LGBT, et wokiste, et en fait, au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit en fait que c'est encore en train de s'élargir, parce qu'aujourd'hui aux États-Unis, ce qui est wokiste, c'est tout ce qui n'est plus Trumpiste. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est arrivé à une caricature de cette définition du wokisme, qui est en réalité tout ce que si tu n'es pas moi, tu es wokiste. Voilà. Il y a aussi une dimension dans le discours que tu as mis qui est assez stupéfiante, c'est qu'en fait, il ne dit rien dessus. C'est-à-dire qu'il n'énonce rien, il ne démontre rien, il ne cite rien, il ne donne aucun exemple. Donc le wokisme n'existe pas en fait. Enfin, les woke qu'il va appeler wokistes, qui ne se sont peut-être jamais appelés eux-mêmes woke, qui se disent décoloniaux, anticoloniaux, etc. Puis un jour ils sont woke, puis après le lendemain ils sont désignés comme wokistes. Mais il n'a rien à en dire en fait. Il n'en connaît rien, il n'en sait rien. Une chose aussi très très très, très marrante, c'est qu'il parle des progrès acquis par
par la dynamique libérale. Alors, est-ce qu'il parle de la dynamique libérale au sens racial ou de la dynamique libérale au sens économique? Ouais, c'est Ce ça. qu'est le MR, hein, ils sont Ouais. néo, voire ultra-libéraux. Ils proposent là, à travers le gouvernement Arizona, des coupes budgétaires dans les services publics, c'est-à-dire dans ce qui va déterminer la qualité et la possibilité de notre vie au quotidien, tranquillement. Et donc, il associe quand même libéral, sans préciser dans quel sens il dit le mot, à des progrès qui auraient été faits. Abstrait. Et il y aurait eu tellement de progrès que c'est plus la peine de poser les questions. Alors c'est marrant ce que tu dis par rapport à la fin de l'histoire, cette idée de la fin de l'histoire, selon l'analyse libérale du monde, et donc la fin du racisme, incarnée notamment par le siège du MR. Je pense que le 13 octobre, je crois, dernier, Avec la- Martin la- Luther King oui. dessus. la manifestation, Et Abbott Twin. la grande manifestation nationale, si vous regardez sur Internet, il y a beaucoup de gens, et beaucoup de gauche, ont découvert que devant le siège du MR, il y avait la figure de Martin Luther King Et son slogan. et son slogan. Et donc, qui entérine un peu cette idée de... On ne comprend pas pourquoi, vous, les personnes noires de Belgique, vous osez... contredire la figure de Léopold II et les avancements d'un pays qui vous a accueilli, et soi-disant il y aurait du racisme. Mais je pense que leur niveau de méconnaissance et d'inconscience de la réalité des sociétés structurellement racistes va jusqu'à là. Parce que donc, s'ils lisaient le fameux texte de Martin Luther King, Lettre à mes amis progressistes, alors là, je crois que la fiche directe elle serait enlevée. Ouais. Ces gens d'extrême droite, ils sont concertés aussi au niveau du calendrier, en mode parce que sans rentrer dans les délires complotistes, mais je pense qu'il y a une concertation aujourd'hui. Il y a une internationale réactionnaire, et qui dit internationale réactionnaire dit organisation et dit concertation. Et je pense qu'ils ont à un moment donné convergé leur agenda. Repérons quand même que beaucoup de mots qui sont liés normalement à la résistance et à la gauche, comme progrès, libéral, combat contre le racisme, etc., sont mobilisés par nos amis du MR dans leur centre de recherche Jean Gaulle pour disqualifier ce qui n'est pas de droite. Voilà. C'est ça. Et donc le deuxième extrait, c'est quoi? Alors, c'est un extrait du Figaro, et là on revient dans le contexte français Ah oui, d'accord. pour faire le lien. La déconstruction, un concept philosophique forgé par Martin Heidegger et repris ensuite par Jacques Derrida, mais il est devenu aujourd'hui une machine de guerre contre la civilisation occidentale. Il s'agit de tout déconstruire: le privilège blanc, le roman national, les stéréotypes de genre, de sexe, la langue française. L'université joue un rôle clé dans ce combat puisque les studies apportent une caution intellectuelle et institutionnelle à un mouvement révolutionnaire. Ce courant de la déconstruction est aujourd'hui devenu un nouvel ordre moral. Il ne s'agit plus seulement de penser ou d'enseigner, mais il faut intervenir dans la société, faire advenir un monde meilleur. Il s'agit de faire triompher la justice sociale, non pas en s'intéressant concrètement au sort des défavorisés ou des opprimés, comme les femmes iraniennes ou les gens qui dorment dans la rue, mais plutôt en promouvant une véritable police du langage et de la pensée, en agissant par un terrorisme intellectuel. Ok, donc je vais peut-être situer un petit peu la personne. Hein. Ouais. Elle s'appelle, il faut lui rendre hommage quand même, elle s'appelle Emmanuelle Hénin. Donc elle intervient là sur le Figaro YouTube. C'est une universitaire française spécialiste de littérature française du XVIIe siècle. Donc elle n'a rien à voir avec la philosophie, bien qu'elle parte de deux philosophes. Alors, il manque un tout petit morceau au départ. C'est qu'elle ne parle pas du wokisme en fait, mais ça a été présenté comme si elle parlait du wokisme. Elle parle ça c'est la première chose, elle parle de la déconstruction. Et donc la déconstruction, la déconstruction, sauf erreur de ma part, c'est féminin, hein, là. Et puis de la déconstruction, elle passe à il. Et donc on tombe dans le wokisme et c'est interprété comme étant un discours sur le wokisme qui est parti de la déconstruction. Alors parmi les défauts qu'aurait le wokisme, ce serait de combattre le privilège blanc. Ce serait un problème. Donc elle est en train, c'est aussi un aveu, son intervention. Elle avoue que pour elle, c'est problématique de combattre un privilège, en l'occurrence le privilège racial blanc, qui a quand même 500 ans d'existence et qui s'est illustré par des millions et des millions et des millions de morts. Une seconde chose assez intéressante aussi, c'est que quand elle parle de la déconstruction, elle nous cite Heidegger et Derrida, qui sont deux penseurs européens. Ouais. Alors que la déconstruction n'a pas attendu Derrida Derrida ou Heidegger ou même Foucault, etc. pour exister.
parmi les plus grands penseurs de la déconstruction, il y a des penseurs qui sont des penseurs non blancs et qui ne sont pas des penseurs européens. Il y a Frantz Fanon, évidemment, mais qui a été effacé pendant 30 ans, à partir des années, on va dire, 70 ou 70 pour les Français, jusqu'aux années 2000 quasiment. Alors que la pensée de la déconstruction est quelque chose qui a souvent été pensé par nécessité, par des personnes dans la nécessité de comprendre qu'est-ce qui était construit et comment était construit ce qui les écrasait. Et ensuite, je parlerai un tout petit peu peut-être justement de Charles W. Mills, parce que il y a quelque chose qui se passe qui relève de ce que Charles W. Mills, d'une des choses que Charles W. Mills, brillant philosophe afro-américain, avait repéré. Qui dit l'opposé justement je suppose, d'une des grandes références au niveau des sciences politiques de cette dame, Rousseau, quoi. Donc le projet des détracteurs aux luttes coloniales, c'est de ne pas contester le soi-disant contrat social. Voilà, comment on fait société. Et justement, Charles Mill, lui, dit l'opposé. En fait, votre contrat social, il repose sur des morts, quoi. Il repose sur la race. Donc, c'est du coup contrat racial. Il y a quelque chose qui m'a vraiment surpris, c'est le fait quand elle cite ce qui semble être les caractéristiques du wokisme et à la fois de la déconstruction, une sorte de déconstruction exagérée, exacerbée, elle cite comme premier objectif le fait de lutter contre le privilège racial ou le privilège blanc. Comment ça pourrait être un problème, en fait ? À moins de croire que le privilège blanc n'est pas une construction politique, mais un fait de nature. Ça sous-entend ça, en fait, son discours. Ouais. Le fait de dénoncer ça. Parce qu'elle n'est pas en train de dire... Elle pourrait dire, tiens, il travaille à déconstruire le privilège blanc, ce qui se comprend tout à fait, même si ils en font trop. On pourrait imaginer un discours de droite qui voudrait être un peu plus subtil. Mais là, on est vraiment dans une sorte de bêtise crasse qui sous-entend une sorte de naturalité justifiant l'existence et la répétition du privilège blanc. Et ensuite aussi, il y a une chose, donc, comme j'ai dit, elle a des propos qui sont eurocentrés et qui participent de ce que Ramon Grofogel, sociologue, et Mignolo, d'autres penseurs de la décolonialité, ont appelé le fondamentalisme eurocentrique. Le fait de toujours effacer, de pratiquer une sorte de permanente d'épistémicide de tous les processus de connaissance et de libération par la connaissance qui ont été créés ailleurs que dans son monde. Et là, en l'occurrence, son monde, on parle du monde blanc, qui se veut universaliste, etc., dont tu parlais. Je remarque aussi une obsession du langage, et ça, j'ai l'impression, mais peut-être je me trompe, mais c'est aussi cette obsession du langage, c'est aussi une obsession très occidentale. Je veux dire, quand tu vas dans le monde oriental ou dans la langue arabe, les mots ont facilement tendance à se mélanger. Tu vois, moi je viens du Maroc, donc tu vois, à Tanger, il y a beaucoup de mots espagnols, beaucoup de mots, il y a beaucoup de mots anglais, et c'est quelque chose qui rentre très très naturellement dans le langage commun. Et là, il y a une peur du mélange. Et là, il y a systématiquement, je dirais même pas une peur, c'est une obsession. Ça fait 2 fois, c'est vraiment garder ce langage pur, et de la même manière qu'on veut garder une forme de race pure, ou on veut garder une sorte de langage pur qui ne connaît pas le changement, alors qu'il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus mélangé que le français. Voilà, c'est une obsession parfois qui est poussée au ridicule, jusqu'au ridicule par ces gens qui se définissent anti-wokistes, tu vois. Et c'est juste qu'à un moment donné, tu sais même pas quoi répondre parfois à ce genre de débilité, tu vois. En fait, oui, c'est vrai, on pourrait être saisi, sidéré, mais en fait, non, je pense qu'il y a énormément à répondre. Et ce qu'il y a à répondre d'abord, c'est que c'est un langage de propagande. Alors, j'ai rien contre la propagande, si tant est qu'elle se présente comme telle. Hein. C'est-à-dire que tu as des arguments et tu les fais connaître, tu les répètes. Tu juste que tu n'es pas dans un temps où tu dois forcément démontrer, mais tu as quelques démonstrations et tu les répètes, tu les fais connaître. Et puis, il y a d'autres moments pour la discussion, mais ils ne sont même pas là-dedans. Ils sont pas dans l'énonciation d'une proposition, mais d'une négation, d'une pensée, d'une réflexion, etc. en marche. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a aucun argument, aucun exemple qui est donné. Aussi bien dans l'intervention de cette dame que dans l'intervention du premier membre du centre de recherche du MR, il y avait ce phénomène que Charles W. Mills, dans le contrat racial, avait constaté par rapport au monde non blanc. Il disait, avec le contexte du colonialisme,
on nous a sorti des théories d'experts et de moins experts sur l'Afrique, le Kenya, les vendredis des îles perdues, l'Asie, etc. Seule petite chose, c'est que c'était sur des Afriques, des Asies et des îles perdues qui n'existent que dans l'imaginaire des experts. Ou dans les musées coloniaux. Et là, on a ça, mais par rapport à ce qu'ils appellent le wokisme et que nous, on pourrait appeler l'ensemble des dynamiques diverses et complexes des coloniales. C'est-à-dire qu'ils ne nous citent aucun exemple, mais ils ont énormément de choses à dire. Ce sont des super experts de ce qu'ils appellent le wokisme, qui lui ne s'appelle pas forcément comme ça, hein, mais dont ils n'ont rien à nous dire en fait. Et parfois, j'ai l'impression qu'ils parlent plus de leur cauchemar que du wokisme. En fait, quand ils parlent du wokisme, j'ai l'impression qu'en tant que racistes blancs, en fait, ils sont juste en train d'exposer leur cauchemar. L'un des nombreux projets de l'un des hommes les plus importants du projet trumpiste Elon Musk, dont on oublie qu'en fait, c'est quelqu'un qui a été clair dès le départ. Je veux dire, quand tu as grandi dans l'Afrique du Sud, blanc, apartheid, les choses sont claires. Quand tu développes un projet d'extrême droite, tu vas pas inventer les chevaux. Ouais. Donc, tu es dans ce... Et donc, la logique d'extrême droite sud-africaine, il y a toujours... C'est vraiment cette logique qui a exploité à fond le traumatisme de Camus, le grand remplacement. Donc, les Beurs, quand ils ont gagné la guerre face aux Anglais, il y a perpétuellement cette idée que les Zoulous vont nous envahir, vont nous tuer, et donc on doit se défendre. Et donc, du coup, son nouveau projet de natalisme, alors que tu as entendu Macron qui dit que mes cousins, mes cousines ouest-africaines font trop d'enfants, etc. Donc, oh là là, il faut faire moins d'enfants. Lui, il fait faire l'inverse. Ouais. Lui, c'est un projet nataliste. Bon, en même temps, il veut aller sur Mars, après avoir cassé toute Macron la planète. Ou Musk, pardon. Ah oui, d'accord. Mais en même temps, il y a ce projet nataliste. Donc, il en est, je crois, à son 14e enfant, comme ça, parce qu'il doit repeupler, quoi. Mais repeupler quoi? C'est quoi l'affect? C'est quand même la conscience que l'Occident, c'est, je crois, 1/5 de la planète. Ouais. Quelque chose comme ça. Tant que ça? Mais il y a cette idée de repeupler la planète de blanc, quoi. Oui, d'accord. D'avoir une forme de création des démographies raciales. C'est ça, création des démographies raciales inversées, tout en évidemment légiférant les corps noirs, faire moins d'enfants et tout ça, parce qu'il y a perpétuellement cette idée, et j'en suis en tout cas, dès que l'Occident a étendu son État-nation dans le monde non blanc, de Wallah, je suis sûr qu'ils vont me redonner la monnaie de ma pièce, quoi. Ils vont nous rendre ce qu'on leur a fait. Ils vont nous rendre ce qu'on a fait. Je pense qu'il y a une forme de... Allez, même si on doit parler psychologie, il y a une forme de projection. C'est-à-dire, pourquoi on parle de grand remplacement? Parce qu'en réalité, si on doit jouer sur la terminologie, les seuls qui ont pratiqué la théorie du grand remplacement, c'est les Blancs. Le blanc parle souvent de lui quand il parle des... Exactement. Et c'est un facteur qu'on oublie. C'est pour ça que je te disais aussi, quand le mec déblatère ses conneries sur le wokisme, en fait, il parle de ses peurs. Il parle même de lui. Voilà, il parle de lui. Il parle de... finalement, il y a une forme de culpabilité bien enfuie, mais qui est presque de l'ordre de l'inconscient, tu vois. Et du coup, cette projection du grand remplacement, cette projection même des délires natalistes, en fait, ça vient de quelque chose que lui-même a institué, tu vois. Et ça, c'est un truc intéressant à questionner, tu vois. Ils inventent toujours des mots. Tu vois, on a parlé au début qu'on a l'impression d'être noyé sous les attaques, les faits, les discriminations réelles, pratiques et symboliques, etc. Et puis, tu as Bayrou qui nous parle de submersion migratoire, tu vois. Alors qu'ils pratiquent, eux, la submersion. Ils nous submergent par des agressions, ils attaquent de tous les côtés. T'as Retailleau donc, qui va parler de régression ethnique de certaines personnes qui seraient issues de l'immigration, pour reprendre cette fameuse expression tordue que critique très bien Nasser Aghenif, l'anthropologue franco-algérienne. Celui qui est vraiment dans la régression ethniste, même pas ethnique, mais ethniste et raciale, c'est Retailleau. Puisqu'il est en train de nous dire il s'est passé des choses extraordinaires pendant la colonisation. Comment on peut parler de choses extraordinaires quand on connaît ne serait-ce que le sort d'une personne qui a vécu l'écrasement colonial. Donc cette régression, voilà, quand ils parlent de régression, en général, ils sont une régression. Quand ils parlent de submersion, eux-mêmes sont producteurs d'une submersion. Alors, il y a un truc très drôle en France. Et quand ils parlent de cancel culture, ce sont eux-mêmes les premiers censeurs. Ils sont en train, là, par exemple, ils cancellent tout.
tout. Il cancelle même, par exemple, le fait de pouvoir critiquer le privilège racial. Ouais. Ou récemment, avec Apathy, qui critique la colonisation, et qui s'est fait, si on reprend leurs termes, il s'est fait canceller de manière la plus brutale. Et courageusement, du coup, il a démissionné d'RTL. Parce que, pour des raisons qu'il évoque d'ailleurs très très bien, je trouve assez digne. Apathy, un type étrange, multiple. Ouais. Mais qui là a été très honnête très honnête depuis plusieurs années sur l'histoire de l'Algérie. Voilà. Pour ça, ça. Du côté des États-Unis, là il y a une folie de la censure qui a. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a des universités qui perdent toutes leurs subventionnements publics. 400 millions. Parle 400 millions. Ça, c'est la voilà. Et alors que, attends, parce que c'est ça aussi qui est fort, alors que la directrice, elle a tout sauf été pro-palestinienne. Je veux dire, elle a fait partie de la machine de répression des étudiants pro-palestiniens aux États-Unis. Et donc, même ça, c'était elle a tout bien fait. Elle a tout bien fait pour pas elle se ramasse un truc. Boum. Voilà, elle était une bonne élève. Et même une bonne élève, ça suffit pas parce que maintenant ça paye, il le paye sec, ça veut dire pour une université perdre 400 millions d'euros, c'est quasi une condamnation à mort. Et c'est évidemment les programmes d'aide, de facilitation des minorités. Et là, il y a personne dans le monde occidental, il faut le dire, il y a personne qui parle de cancel culture. Et c'est là où on se rend compte, en fait, ils fabriquent des mots qui sont des mots en fait qui fonctionnent à sens unique. Moi, je dirais même des mots incantatoires. C'est pour ça que j'en viens avec cette idée de judéo-chrétienté. C'est des appels à la prière d'une religion seule qui est l'occidentalisme. Et que tu récites, et qui t'empêche des mantras. C'est ça. Et qui t'empêche de, peut-être comme moi et d'autres minoritaires, te poser des questions existentielles. Exactement. Tu accuses toutes les populations non blanches, toutes tes cibles, de pratiquer ce que tu pratiques toi. C'est ça. Exact. Que tu pratiques. Et du coup, pour en revenir à ce que tu dis, c'est pour ça que évidemment, comme il y a cette peur de rendre la monnaie de la pièce des conditions de la modernité occidentale, donc la nécropolitique, etc., il ne faut pas que des non-blancs aient cette possibilité technologique. C'est pour ça que, nom de Dieu, Trump ne veut absolument pas que l'Iran ait la bombe atomique. Eux ne doivent pas l'avoir, parce que peut-être on ne sait jamais qu'ils vont nous rendre la monnaie de la pièce, quoi. Pourquoi il n'y a pas une levée de bouclier ? Parce que là, tu te dirais, aux États-Unis, il n'y a jamais eu une aussi grande agression envers toutes les valeurs progressistes. Il y a comme un état de stupéfaction. Pourquoi il n'y a pas une levée de bouclier ? Parce que bizarrement aussi, dans le camp de ce qu'on pourrait appeler les démocrates, il y a en réalité aussi un partage de valeurs communes, en fait, avec les républicains. Ce discours de nous sommes supérieurs culturellement, ce que toi tu définis super bien, c'est quelque chose qui est très partagé quand même à gauche. Là, avec ce qui se passe, avec la potentielle guerre contre la Russie, c'est quelque chose qui revient de manière très très poussée. Il y a le monde occidental libre, démocratique, progressiste. L'Est peut être un Sud. Voilà, progressiste, et on a en face la barbarie, le diable. Je veux dire, là, on en est venu à des parallèles de manière qui sont devenus maintenant répétés comme des mantras, que la Russie c'est Hitler. Bon, et c'est un fantasme qui est partagé chez beaucoup de camarades à gauche. Et que moi, quand je dis par exemple non, le monde occidental il est pas meilleur que le monde oriental, ou le monde arabe, ou le monde asiatique, ou le monde russe, ça rentre pas. On n'est plus dans un problème de droite, simplement de droite, mais on est aussi un problème de gens de gauche, en fait. Bien sûr. Blancs de gauche, tu vois. Parce qu'on est dans une hégémonie culturelle c'est ça. De type occidentaliste, globalisé. On peut dire sudaliste, on peut dire raciste, etc. Mais qui croit en tout cas, qui a appris, qui a été éduqué par une constellation de biais à penser que l'Occident reste au centre du monde. Alors même que celles qui contestent cette hégémonie culturelle doivent même, dans leur intériorité, tuer le blanc qui est en eux, pour pouvoir arriver à énoncer les alternatives culturelles possibles. Donc c'est quelque chose qui est constant. Donc ça veut dire que c'est le projet hégémonique blanc culturel qui est plus séducteur que le diable, qui est censé être incarné par les wokistes, par exemple. Enfin, je veux dire, et en plus les mouvements écologistes
Et pour moi, je crois que c'est... Même, je dirais, même les libéraux ont presque conscience de leur naissance liée au colonialisme que le mouvement écologiste qui est né presque en 68, voilà, alors qu'en fait, avant de coloniser le Congo, tu tues des animaux, tu imposes des réserves naturelles, tu imposes les monocultures, en tout cas aux habitants, tu leur imposes un nouveau mode de vie, donc tu crées un désert écologique pour ensuite amener un désert de pensée dans lequel tu mets la blanchité. Donc c'est seulement maintenant, là, depuis les 30 dernières années, entre autres avec le bouquin de Malcolm Ferdinand, Écologité coloniale, qu'on se rend compte que bah oui, les mouvements de gauche sont tout aussi bien dans le projet colonial que les autres mouvements. Et puis bon, pour ce qui est de la France, je veux dire, le mouvement socialiste, c'est le mouvement émancipateur, éducateur. Enfin, ce sont les missionnaires, ce sont ceux qui amènent, enfin Jules Ferry, quoi, qui amènent le projet colonial. Bah oui, être gauche, c'est pas être les gentils, être les gentils en tout cas du monde moderne, quoi. Et pas plus tard que notre Nadia Gers qui nous occupe, transfuge de gauche vers ayatollah du libéralisme belge, quoi. Oui. Ou certains diront de l'extrême droite belge. Voilà. Mais voilà. Bon, très rapidement, juste dire que sur ce fantasme du grand remplacement, effectivement, il y a peut-être le récit par ceux qui parlent de grand remplacement à droite et à l'extrême droite, une façon de raconter que eux ne font que grand remplacer, grand remplacer l'habitat des pays colonisés par l'habitat colonial, grand remplacer les cultures locales diverses et multiples des pays colonisés par l'agriculture coloniale, mais aussi et puis ça va dans tous les sens. Par exemple, ils vont aussi prendre un vocabulaire qui vient de la gauche. Progressisme, par exemple, les revues les plus à droite à l'heure actuelle prennent des références en France qui sont des références d'ultra-gauche à la base, franc-tireur et Front populaire. Il faut quand même le faire. Et puis alors, autre phénomène, c'est que à un moment donné, c'était une fois en discutant avec Rokhaya Diallo, je crois, elle avait même créé un verbe, parce que je lui disais, tiens, mais c'est marrant, est-ce que c'est pas finalement le grand remplacement n'est pas en train de se passer dans l'extrême droite avec Jean Messia, Éric Zemmour, Jordan Bardella, et donc on avait créé le verbe grand remplacer, tu vois, je grand remplace, tu grand remplaces, et en fait, on retrouve en fait cette logique du grand remplacement et quelque chose de structurellement occidental et suprémaciste blanc, quoi. Ouais, clairement. Et c'est marrant qu'ils aient tellement peur de ça, peut-être comme rendu de pièces, comme tu disais tout à l'heure, François, alors qu'ils en sont les plus grands pratiquants. Et c'est marrant aussi ces délires. Tu vois, tu disais, donc en réaction au grand remplacement, on rentre dans des logiques natalistes, tu vois ce que tu disais un petit peu. Et c'est marrant parce que ils arriveraient presque à te faire croire que c'est de la faute des immigrés que le blanc ne fait plus d'enfants. Tu vois, ça c'est intéressant aussi. Tu vois, donc il y a à creuser sur ce fantasme. Voilà. Et ce qu'on oublie aussi dans ces processus coloniaux, généralement, et parfois c'est là aussi où se trouve la difficulté, c'est que quand a débarqué le colonialisme dans nos pays, il n'a pas fait que massacrer des gens. Il a détruit totalement nos cultures, voilà, nos cultures, nos savoirs, notre manière de vivre. Et on appelle les épistémicides. Hein. Tout à fait. Et on se rend pas compte la difficulté que c'est pour des peuples qui ont subi le colonialisme. De se redresser, de refaire culture. Et c'est tout le drame. Hein, je veux dire, moi je parlais de ce que je connais dans le monde arabe, le colonialisme. Voilà, il est venu, il a inséré ce qu'on appelle le modernisme. Jusqu'à maintenant. Tu as d'énormes conflits qui sont liés à cette lecture du modernisme, on va dire, que certains Arabes ont. Et jusqu'à maintenant, ça empêche parfois les sociétés arabes de faire corps. C'est-à-dire et c'est un drame parce que c'est un poison qu'on assimile, mais c'est un poison qui va peut-être rester 100 ans, 200 ans s'il n'y a pas un travail de déconstruction. Là, on revient au terme, mais voilà. Dans mes visites guidées à l'Africa Museum, comme je l'ai dit, je me suis présenté en disant que moi, la Belgique, je la comprends de cet espace-là. De ce territoire-là, on peut vraiment étendre la raison d'être même. C'est ton terrain d'études. Ouais, c'est mon terrain d'études
d'observation sociale. Tout dans le patrimoine de ce musée est sédimentaire et tu peux comme ça comprendre la raison d'être même de cet espace impérial et de pourquoi en fait je reprends certains collègues qui parfois font des visites guidées des coloniales à Schuman. Tu te mets au rond-point Schuman, tu fais dans le sens des aiguilles d'une montre et t'as Léopold II, Srebrenica, marchand d'armes, ceci, enfin t'as les 500 ans d'histoire qu'on est occupé à te dire quoi. Et la Belgique est au centre, donc c'est quelque chose qui n'est pas su. J'utilise une statue pour expliquer présentement en quoi Tervuren est ce lieu que je vous ai dit, un lieu sédimentaire où en fait tu peux comprendre l'inscription de la Belgique dans un lieu impérial. C'est la fameuse statue de l'homme léopard. Peut-être que vous connaissez. Qui se trouve à Tervuren. À Tervuren, maintenant dans un dépôt. C'est une statue où tu représentes cette société secrète assez célèbre qu'on appelle les Agnota ou les hommes léopards ou Black Panther. Je ne sais pas si tu te rappelles le DC Comics. Évidemment, le DC Comics se base sur pour les Occidentaux, cette croyance, cette connaissance de cette société secrète qui s'appelle les Agnota, les hommes léopards qui étaient au bas du Congo, qui étaient en fait les résistants face aux avancées des missionnaires, des mercenaires, et ils avaient plutôt, selon la tradition, un agenda de régulateur du cycle écologiste, par tous les moyens nécessaires, par le sang s'il faut. Et donc, les sociétés qui n'étaient pas initiées se disaient que on ne comprend pas pourquoi un tel a été tué par les hommes léopards. Mais donc, ils ont vu les expéditions coloniales comme un danger vers l'écosystème, et c'est comme ça qu'ils tuaient des missionnaires, etc. Donc, le colonisateur belge percevait ça, évidemment, comme du terrorisme. L'ordre s'éteint, et puis, plutôt que de faire comme, on va dire, la logique samouraï, jusqu'au dernier, on se bat et jusqu'à la mort, ils se sont dit non, on va s'assimiler, on va rentrer dans le projet émancipateur. Ça correspond alors au moment où il y a l'urbanisation qui se fait au Congo, les deux villes les plus grandes, Léopoldville et Elisabethville. Et Léopoldville, c'est quoi ? C'est des villes coloniales ségrégées. Cherchez pas à comprendre, c'est des villes où d'un côté tu as le quartier des Blancs, No Man's Land pour des raisons sanitaires parce que les Noirs puent, et la cité indigène. C'est comme ça partout. Et dans la cité indigène, quartier par quartier, c'est ethnie par ethnie. On en revient encore à l'anthropologie physique de Tervuren. Pourquoi on doit classifier les ethnies ? Pour connaître la plus civilisée, le Tutsi supérieur qui aurait un crâne proche de l'occidental, donc le Tutsi est supérieur, le Hutu, etc. Et voilà. D'où tu as la logique plus tard du génocide de Rwanda, cette idée du Tutsi supérieur. Et donc, du coup, dans le quartier de la cité indigène, des nuits successives, un à un, les chefs de quartier se faisaient tuer à coups de griffes. Et la force publique et l'armée de tout temps du Congo belge a conclu à un acte terroriste. Donc, les Agnoto avaient fait surface et pratiqué ces meurtres. 3 ont été arrêtés, et il y a donc eu un procès expéditif qui a eu, dans lequel on a convoqué notamment le terrorisme. Mot pour mot, un gars qui s'appelle Jadot parlait de terrorisme. Et du coup, on en vient au sculpteur, André Dussart, qui, en 1906, lui, il a eu accès aux pièces à conviction du procès, donc masque et griffe. Et il en a fait une statue qui a été, en 1906, le premier rapport à l'Afrique que tout visiteur avait en rentrant dans le musée. Donc ça veut dire que tu rentrais dans l'entrée, tu étais accueilli par une statue qui était sur 1,50 m. D'un terroriste. D'un terroriste, littéralement, d'un homme noir, cagoulé, armé, dans la perspective en plongée, qui avait l'air de toi te sauter dessus. Donc ça veut dire que quand tu vas dans le musée du Congo belge pour apprendre ce qu'est le Congo belge, tu es accueilli par la sauvagerie du Congo. C'est quoi la fonction du musée ? Justifier le projet colonial au Congo belge. Mais si tu déplaces ça, imaginons que dans la création de l'État israélien, il aurait fallu avoir un musée ethnographique qui justifie, tu remplaces l'Agnota par l'OLP, le Hamas, le fermier qui a son terrain tranquille en Palestine, tu as ça, quoi. Depuis le 7 octobre, je fais ces liens. J'utilise cette statue-là pour expliquer à n'importe qui, n'importe quel gamin, c'est quoi le projet politique de ce musée.
En tout cas, merci pour l'invitation, l'initiation Merci beaucoup. de cet espace. Mais de rien, moi je Et, suis. voilà, pour j'espère- explication, je suis la voix off, mais si je La suis pas voix. présent, c'est parce que je suis aussi un peu sur la technique. Donc, C'est le facilitateur technique, organisationnel. Et donc, voilà, c'était le premier numéro, la première session. N'hésitez pas à faire des retours, celles et ceux qui vont nous écouter. Merci Et- pour l'invitation, en tout cas. Et merci, C'est- Merci à toi, moi François. aussi, je tenais à te remercier, François, pour tes interventions. Voilà. Najib aussi, ça m'a vraiment passionné, stimulé. Et je pense qu'on a pu approcher, on a défini personne, mais on a pu approcher la manière dont on essaye de nous définir et de définir les personnes qui Qui se pose des questions. qui se posent des questions sur Qui ose se poser des questions. 500 ans de colonialisme. Voilà.